Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. François Gémen, bonjour. Nous Bonjour. sommes ravis de vous accueillir à la Fondation Jean Jaurès. C'est moi qui suis ravi d'être là. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes professeur universitaire spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, chercheur et enseignant à l'Université de Liège, et vous enseignez également la politique du climat et les migrations internationales dans plusieurs universitaires, et notamment Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Nous vous recevons aujourd'hui avec Déborah dans le cadre de la publication de votre essai « Géopolitique du climat, les relations internationales dans un monde en surchauffe » chez Armand Collin. Donc, première question, pour lancer l'échange, une question générale et deux questions sous-jacentes. Le dérèglement climatique constitue un enjeu politique international, et j'insiste sur le mot politique, enjeu de premier ordre, nécessitant donc une réponse politique internationale. Vous avez même écrit, je vous cite, qu'à l'ère de l'Anthropocène, tout projet doit être cosmopolitique. Donc, pourriez-vous développer et expliciter ce constat et les deux sous-questions pour vous? Voilà, je vais tout donner une fois, quitte à reprendre après. Face à cet enjeu international, du coup, qu'en est-il de la souveraineté nationale des États face aux enjeux en question, et qui peut être lié, vous mettez en avant le concept de bien public mondial, évidemment le climat, l'eau, les forêts, etc. Pouvez-vous donc en dire quelques mots? Bien sûr, je vais répondre en deux parties, si vous m'y autorisez. Premièrement, je crois que la question du climat a longtemps été une question qui était un peu reléguée au domaine strictement scientifique, comme si c'était simplement une question d'environnement qui allait toucher avant tout les écosystèmes. Et comme si, au fond, les autres enjeux politiques étaient presque un peu indépendants de cette question climatique. C'est ce qui fait que, dans le champ politique, pendant très longtemps, cette question a été confiée à des experts, et même les différents partis politiques, etc., avec des gens spécialisés sur ces domaines climat, écologie. Or, ce dont on se rend compte, c'est que tous les grands enjeux dont nous allons discuter au XXIe siècle, qu'on parle de migration, qu'on parle de paix et de sécurité, qu'on parle de développement, qu'on parle de santé publique, qu'on parle d'inégalité entre le Nord et le Sud, mais aussi au sein même d'une même société, tous ces enjeux vont être profondément traversés par la question climatique. Et donc on est là face à un enjeu politique de premier plan, je dirais même face à une sorte de matrice de ces enjeux, qui évidemment va avoir des ramifications internationales multiples, à la fois parce que la lutte contre le climat ne fait sens qu'à l'échelon international et qu'il y a de graves inégalités, notamment entre les pays industrialisés et les pays en transition ou en développement, face aux impacts du changement climatique, mais aussi face aux ressources naturelles, face aux énergies fossiles et globalement face aux trajectoires de développement. Et donc, si on ne prend pas en compte cette question climatique comme un enjeu géopolitique majeur, je pense qu'on ne peut plus véritablement comprendre aujourd'hui comment le monde sera organisé. Et je crois qu'un problème qui est un problème presque disciplinaire d'une certaine manière, c'est qu'on a supposé que les relations internationales permettaient de comprendre le monde à partir de l'analyse des rapports entre les nations. C'est exactement ce que le terme veut dire. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit encore possible de comprendre le monde à partir de cette seule analyse, parce que le monde va être profondément transformé par le changement climatique ou par l'effondrement de la biodiversité ou par d'autres pollutions. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre le monde si on ne comprend pas aussi les rapports que nous entretenons avec la Terre. Ce n'est plus juste une question de rapport entre nous, entre nations, c'est aussi une question de rapport à la Terre, et c'est pour ça, je crois, que c'est un enjeu géopolitique majeur au sens propre, un enjeu de politique de la Terre. Alors, sur la question de la souveraineté, c'est effectivement un concept qui est fondamentalement remis en cause, en tout cas questionné, interrogé par le changement climatique. Parce que, simplement, le territoire de certains pays, de certains États, est en train d'être grignoté, notamment par la hausse du niveau des mers. On sait que certains petits États insulaires sont menacés dans leur existence, y compris dans leur existence en tant qu'État,
que d'autres États vont perdre des quantités considérables de territoires sur les côtes ou dans les deltas. Et donc on peut se poser la question, que veut encore dire le concept de souveraineté lorsque littéralement votre territoire se dérobe sous vos pieds, non pas à cause d'actions que vous avez posées, mais à cause d'actions qui ont été posées par d'autres à l'autre bout de la planète et sur lesquelles vous n'avez quasiment aucune prise. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un vrai enjeu, une vraie question, à savoir comment nous allons pouvoir redéfinir notre souveraineté collectivement. Et aujourd'hui, la souveraineté reste définie d'un point de vue strictement national, ce qui nous amène souvent, d'ailleurs, dans les négociations internationales, à nous tracasser uniquement de nos émissions de gaz à effet de serre, plutôt que de nous tracasser de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la réalité, c'est que le climat se fiche éperdument que le dioxyde de carbone soit produit à Paris, à Bruxelles, à Washington, à Pékin, ou à Jakarta, ou au Caire, ou à Mexico. Or, la lutte contre le changement climatique va largement dépendre des trajectoires de développement que vont adopter des pays comme l'Égypte, comme l'Indonésie ou comme le Nigeria. Et donc, il faut se tracasser de ce qui se passe au Caire ou à Lagos, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Et je crois que c'est comme ça qu'il va falloir redéfinir ce concept de souveraineté, parce qu'effectivement, ne serait-ce que la souveraineté territoriale ou même la capacité à accéder aux ressources fossiles que beaucoup de pays ont dans leur sous-sol est mise en question. On sait bien aujourd'hui que si chaque pays consomme les ressources en énergie fossile qu'il a à sa disposition dans son sous-sol, on sait très bien qu'on ne parviendra jamais à atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc il y a un vrai enjeu, je crois, à redéfinir d'une manière collective, globale, la souveraineté et pas uniquement au niveau national. Et ça, c'est un enjeu considérable, a fortiori dans le contexte politique du moment, qui voit revenir les souverainismes et qui voit une montée en puissance des souverainismes, comme si chacun voulait se persuader que pour se prémunir des crises, la solution était de renforcer ses frontières et d'y dresser des murs ou des barbelés. Si tu permets, juste pour rebondir, c'est justement par rapport à ce concept de souveraineté à questionner, à redéfinir. Est-ce que la notion justement de bien public mondial que vous abordez et développez dans l'essai ne serait pas un premier élément de réponse, même si évidemment il y a la contrainte, c'est du droit international public, mais c'est un premier élément de réponse. Tout à fait. Cette notion de bien public mondial, donc l'idée de fournir un bien collectif qui soit quelque part un bien public, c'est-à-dire pour lequel il n'y ait pas de compétition dans l'usage et pour lequel il n'y ait pas de possibilité d'exclure certains de son usage, ce qui est bien le concept de la protection du climat. Ce concept de bien public mondial, c'est un concept qui a fait florès dans les années 90, et singulièrement au début des années 90, où on pensait que la gouvernance mondiale allait s'articuler autour de la provision de ces biens publics mondiaux, la protection du climat ou de la biodiversité, mais aussi de la paix et de la sécurité, des questions de santé publique, etc. Et on voit bien malheureusement que, et c'est sans doute un des effets pervers de la mondialisation, on est aujourd'hui rentré dans une sorte de compétition où quelque part on se pose vraiment la question de notre capacité à contribuer à la provision de ces biens publics mondiaux. Et on a tendance à dire c'est pas à nous de faire l'effort, c'est aux autres. Combien de fois n'entend-on pas en France ce discours qui dit oui, mais la France ne représente que 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et donc c'est aux autres de faire l'effort et pas à nous. Et donc on voit bien aujourd'hui à quel point la gouvernance mondiale a tendance à caler, et à quel point il est absolument important, à mon avis, de retrouver ce sens des biens publics mondiaux, toute la difficulté étant de savoir comment chacun va y contribuer. Et vous parliez de relations à la Terre et de politique de la Terre. Comment justement établir une politique de la Terre dans un contexte où la coopération internationale peine à dépasser les divergences entre pays et les considérations nationales? Je pense qu'on est dans un système qui est encore trop international, c'est-à-dire qui résonne strictement entre nations et qui ne fait pas suffisamment de place à d'autres acteurs qui pourraient prendre pleinement leur place dans cette gouvernance mondiale, ou plutôt dans cette gouvernance globale. Je pense évidemment à des municipalités ou à des entités régionales ou locales. Je pense à des représentants de la société civile. Est-ce que, dans le contexte du changement climatique, est-ce que les peuples indigènes de la forêt amazonienne sont vraiment représentés par le gouvernement brésilien? Je ne pense pas. Je pense aussi, pourquoi pas, aux entreprises. On sait aujourd'hui que les entreprises ont d'énormes leviers d'action dans la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, on a volontiers tendance, quelque part, à se concentrer
sur son propre bulletin, sur ses propres émissions de gaz à effet de serre, et on voit bien à quel point on a du mal, quelque part, à définir ensemble des modalités de coopération. Et notamment, à quel point, et c'est un changement significatif entre l'échec de la conférence de Copenhague en 2009 et le succès de la conférence de Paris et la COP21 en 2015, c'est qu'on passe d'un système de coopération internationale qui serait fondé sur des traités, des textes internationaux à partir desquels chaque État définirait ses propres politiques, à un mode de coopération ascendante, c'est-à-dire qu'on va demander à chaque État de définir ses propres politiques, et puis après on va les mettre ensemble dans un traité international qui ne sera pas contraignant. C'était évidemment, et je ne suis pas en train de mettre en cause ce qui était fait pour l'accord de Paris, c'était la seule manière à ce moment-là d'aboutir à un accord international, mais la faiblesse de l'accord de Paris, c'est qu'il n'est pas contraignant et qu'il repose exclusivement sur les promesses faites par chaque gouvernement, et on sait combien les gouvernements sont changeants au cours du temps, et on sait aussi combien ils ont tendance malheureusement à ne pas respecter les promesses qu'ils font, et donc on est passé à un autre type de coopération internationale qui, quelque part, ne reconnaît plus la primauté de ce qu'on décide ensemble par rapport à ce qu'on se déciderait chacun chez soi. Aujourd'hui, on est dans un mode où chacun décide pour soi d'abord, et puis on voit ce qu'il est possible de faire ensemble. Et à mon sens, c'est une des grandes faiblesses actuelles de la lutte pour la protection du climat, mais aussi dans d'autres domaines. On voit bien à quel point le droit international s'est effrité, et on voit bien à quel point, finalement, les États n'en font qu'à leur tête. Et il y a, vous l'avez dit, une inégalité face au changement climatique, et ces nombreux impacts sont un multiplicateur de menaces, vous le dites très bien dans votre ouvrage. Comment répondre et s'adapter à ces phénomènes, et quelles sont les responsabilités des différents acteurs internationaux? On pense bien sûr aux pays industrialisés. Il y a à la fois de la part des pays industrialisés une grande responsabilité qui est évidemment historique par rapport aux impacts du changement climatique, mais qui n'est pas un argument aujourd'hui qui fonctionne auprès des gens, parce que les gens ne s'estiment pas responsables des actions qui ont été posées par leurs parents et leurs grands-parents, et on le comprend, et même sur des questions d'éthique, on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point une génération est responsable pour les générations passées. Et donc, aujourd'hui, on est bien davantage dans une logique d'action collective qui soit fondée sur un principe de capacité plutôt que sur un principe de responsabilité. En d'autres termes, on va demander aux différents gouvernements ce qu'ils sont prêts à faire, quels engagements ils sont prêts à prendre dans la lutte contre le changement climatique, plutôt que de définir ces engagements sur la base de leurs responsabilités, comme on le faisait jadis. La grande faiblesse, évidemment, c'est que, comme je le disais, on s'appuie ainsi sur les contributions de chacun et sur le bon vouloir de chacun. Et c'est une très grande difficulté. Aujourd'hui, on a une vraie tension dans la négociation internationale entre les pays du Sud et les pays industrialisés, parce que les pays du Sud ont l'impression d'être menés en bateau, littéralement, par les pays industrialisés, qui, d'une part, prennent des engagements qui ne sont pas suffisants, qui ne respectent même pas ces engagements, et qui, d'autre part, ne fournissent pas aux pays du Sud les moyens de s'adapter et de faire face aux impacts du changement climatique. Et c'est aussi, en réalité, dans l'intérêt des pays industrialisés, je crois, de fournir ces financements et de tenir ces engagements. Parce que si on a un fossé entre le Nord et le Sud qui s'accroît et qui va créer un ressentiment terrible, je pense qu'on ne parviendra jamais à avoir une sorte de monde apaisé et durable pour tous. L'enjeu de la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas de sauver le climat pour sauver le climat, c'est de garantir que la Terre reste habitable, a fortiori pour les populations les plus vulnérables. Et je crois que si nous ne parvenons pas à maintenir ces conditions d'habitabilité pour les populations les plus vulnérables, à ce moment-là, nous allons vers une époque de grand dérèglement en termes de migration, en termes de sécurité, en termes tout simplement de souffrance. Merci pour toutes ces précisions. Moi, j'aimerais revenir, vous avez mentionné justement la COP21, la COP26,
peut-être évoquer en 2 mots le bilan de la COP 26, mais surtout sur la dimension non contraignante des 10 accords, qui est un problème fondamental. Et on voit justement la dimension non contraignante fait que c'est même pas le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est quand même plus le verre très peu rempli. Est-ce que ça amène justement à des actions collectives citoyennes? On peut penser évidemment Extinction Rébellion. Voilà. Donc, ou de saisir l'État, avec l'État qui est condamné en France par le Conseil d'État ou aux Pays-Bas, etc. Mais voir aussi une radicalisation de l'action. On peut penser à Sea Shepherd, mais ou alors les AD, qui sont des formes dans les... Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension non contraignante? La difficulté est grande en droit international public d'imposer une dimension contraignante. Comment articuler ça s'il n'y a pas cette force contraignante? Vaste question, bien sûr. Non, c'est une question fondamentale. Et on voit bien à quel point les États ont tendance à ne pas tenir leurs engagements, puisqu'il faut aujourd'hui que des actions en justice soient menées pour que les tribunaux administratifs rappellent aux États que ce sont des engagements qu'ils ont pris eux-mêmes et qu'ils sont donc tenus de tenir. Pardon, la phrase n'est pas très élégante, mais les auditeurs auront compris. Sur la question de la coopération internationale, on est aujourd'hui dans une époque ou dans un système où l'on accepte de moins en moins le principe de supranationalité. Même dans un régime supranational comme l'Union européenne, on voit bien que les décisions qui sont prises à Bruxelles sont de plus en plus contestées, y compris au niveau national, et que quelque part, les gens estiment, à tort ou à raison, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais c'est un fait, que les décisions qui sont prises par des entités supranationales n'ont plus de légitimité, ou en tout cas ont une moindre légitimité. Et donc la difficulté, quand on est face à la nécessité de se mettre d'accord et d'organiser des modes de gouvernance pour un bien public mondial comme le climat, c'est de réaliser le fait que soit nous avons des accords non contraignants, soit nous n'avons pas d'accord du tout. L'alternative, il faut réaliser, ce n'est pas d'avoir un accord contraignant, c'est de ne pas avoir d'accord du tout. Et donc le fait d'avoir un accord non contraignant, c'est considéré comme un moindre mal par rapport à une situation où il n'y aurait rien du tout et où finalement chacun se reposerait sur l'autre pour faire l'effort. Cela étant dit, je pense qu'il faut pouvoir s'interroger sur le message que cela envoie aux populations, sur une sorte de message d'impuissance de la coopération internationale qui va susciter chez les gens, évidemment, des formes d'action plus directes ou plus radicales, parce qu'ils vont considérer que le système institutionnalisé de coopération n'est pas capable de répondre à ces enjeux. Et je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment sur les messages qui sont envoyés par les COP. Parce que si on fait le bilan de la COP 26, en fait, le bilan, il est surtout décevant au regard des attentes et des espoirs qui avaient été placés dans cette COP 26. Parce que c'était la première COP un peu post-pandémie, même si elle a eu lieu de facto encore au milieu de la pandémie, parce que c'était une COP qui correspondait à une date limite fixée dans l'accord de Paris pour la révision à la hausse des engagements des différents gouvernements. Et donc, on a l'impression que la montagne accouche d'une souris. À l'inverse, si vous comparez le bilan de la COP 26 à celui de la COP 25 ou de la COP 24, c'est un bilan qui est bien meilleur, indubitablement. Et on a parfois, je pense, dans la communication, où on parle de COP de la dernière chance, de COP qui va sauver le climat, fait des erreurs de communication. Parce que la COP n'a pas la capacité de sauver le climat. Même une COP très très réussie ne pourra pas à elle seule sauver le climat, parce que les COP sont finalement une chambre d'enregistrement des actions qui sont décidées et engagées par les différents gouvernements. Et donc si les gouvernements ne font rien, la COP ne va pas pouvoir rattraper la sauce à la fin de l'année. Et pourtant, nous sommes condamnés à avoir des COP jusqu'à la fin du siècle. Il y aura une COP 27, une COP 28, mais aussi une COP 42, une COP 67 et une COP 89. Parce que les COP sont au climat ce que le Conseil des ministres hebdomadaire est au gouvernement de la France. On a engagé un changement climatique qui est irréversible, et donc il va falloir que nous nous réunissions à intervalles réguliers pour, quelque part, contrôler l'état de progrès de nos engagements, l'état d'évolution de la température ou de la concentration des gaz à effet de serre et réagir en fonction. On ne peut pas laisser le changement climatique filer sans être contrôlé. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut encore se réunir chaque année?
Est-ce qu'il faut en faire des grands-messes, comme c'est le cas en ce moment, ou est-ce qu'il faut faire des réunions plus discrètes? Mais quelque part, avec la manière dont les COP sont organisées aujourd'hui, c'est-à-dire sur une prise de décision au consensus sans vote, nous sommes condamnés à être déçus chaque année. La règle du consensus, quand vous avez des pays qui ne veulent absolument rien faire contre le changement climatique, quand vous avez des pays comme l'Australie ou comme l'Arabie saoudite qui veulent en faire le moins possible contre le changement climatique, si vous organisez des COP avec la règle du consensus, ça veut dire que vous organisez une machine à décevoir perpétuellement. Et donc je pense qu'il faut pouvoir s'interroger sérieusement sur la manière dont on va organiser ces COP à l'avenir. Et le problème, c'est qu'on reste parfois un peu pris dans une sorte de dépendance de sentier, c'est-à-dire qu'on a tendance à refaire sans cesse la même chose, simplement parce qu'on a fait comme ça par le passé. Et on a encore tendance aujourd'hui à gérer le climat qui est par nature un enjeu du XXIe siècle avec des institutions du XXe siècle. Et vous abordiez justement l'irréversibilité du changement climatique. Face à ce constat, ne faut-il pas très sérieusement interroger la pertinence du paradigme économique dominant qui est fondé sur la croissance, le productivisme, le consumérisme qui ne fait qu'augmenter les gaz à effet de serre? On peut le faire. Mais au risque d'être un peu brutal, c'est une discussion de salon. C'est une discussion qu'on peut avoir, nous, dans le cadre de la Fondation Jean Jaurès, entre gens intellectuels et nantis. Mais la réalité, c'est que pour une grande majorité de la population de la planète, l'aspiration première, c'est quelque part la croissance économique, parce qu'il y a encore énormément de gens dans la pauvreté et que quelque part, il faut reconnaître que la croissance économique permet aussi de sortir des gens de la pauvreté. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir une sorte de réflexion uniforme ou homogène sur ces questions de croissance ou de capitalisme à l'échelle du globe, parce que les pays ne partent pas tous de la même ligne de départ, que les aspirations des populations sont différentes et que quelque part, à certains endroits, il faut pouvoir dire que oui, la croissance sera encore nécessaire, y compris sans doute la croissance des émissions de gaz à effet de serre, parce que ça permettra de sortir parfois des gens de la pauvreté et de mettre un terme à des situations de pauvreté insupportables. Et donc, c'est difficile, je dirais, d'avoir une réflexion très pratique sur ces questions en dehors d'une réflexion un peu théorique, et je le dis évidemment de façon non péjorative. L'autre difficulté, c'est la question du temps. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on fasse d'une réflexion ou d'une remise en cause du système capitaliste ou de la croissance une sorte de préalable à la lutte contre le changement climatique. Et on voit aujourd'hui une tendance chez certains à dire on ne va pas parvenir à lutter contre le changement climatique si on ne renverse pas le capitalisme ou si on ne remet pas en cause la croissance économique. Pourtant, il va bien falloir. C'est-à-dire qu'on peut considérer que ce n'est pas un système idéal, mais c'est le contexte dans lequel nous sommes. Et j'ai envie de dire qu'il va falloir, quelque part, se battre avec les moyens du bord. Et que donc, il va aussi falloir utiliser les instruments et les outils du capitalisme, parfois, comme une sorte de prise de judo, de manière à pouvoir, malgré tout, faire quelque chose. Mais je suis absolument d'accord pour dire qu'on n'est pas du tout dans un contexte idéal. Mais le problème, c'est que si nous voulons renverser par le capitalisme, d'abord, je ne sais pas exactement ce que nous mettrions à la place, et les régimes d'économie dirigiste n'ont pas été véritablement plus environnementaux, plus écolos que les régimes capitalistes. Et d'autre part, il faut songer au temps que cela prendrait, et malheureusement, le climat et les limites physiques de la planète ne nous attendront pas. Alors, comme dernière question, si vous me le permettez, vu le contexte politique et électoral français, ce serait un peu de vous interroger un peu sur le bilan en termes des questions environnementales, climatiques, le bilan de la présidence Macron qui s'achève, enfin, c'est son premier mandat s'il est réélu, du débat où indéniablement les questions environnementales, climatiques sont quand même pas en haut de l'agenda pour l'instant du débat électoral, c'est le moins qu'on puisse dire, sauf peut-être chez 2 ou 3 candidats où c'est quand même mis en avant, mais de façon peu audible. Et toujours, et justement ça, est-ce que ça ne traduit pas un désinvestissement des politiques, une fois de plus, par rapport à la question, et qui est à part, mais qui se rejoint, le sommet océan de Brest,
où certains peuvent dire, bon, voilà, mi-figue, mi-raisin, mais certains craignent que ce qu'on appelle l'économie bleue soit un nouveau levier pour un peu industrialiser la mer. Enfin, voilà. Bien sûr, c'est un risque certain. Je ne veux pas être caricatural dans le regard qu'on pose sur l'action du gouvernement Macron et sur l'action du premier quinquennat. Indéniablement, il y a eu des choses faites en faveur du climat. Donc je ne veux pas dire que le bilan est nul. Le problème, c'est qu'en même temps qu'il y avait certaines actions positives en faveur du climat ou de la biodiversité, il y avait des actions destructrices du climat ou de la biodiversité, et qu'on avait l'impression que ce que faisait la main gauche était défait par la main droite, et qu'on était un peu effectivement dans cette logique du en même temps, qui est une logique finalement d'immobilisme. Et l'impression que j'ai, c'est que face aux choix cruciaux qui se posent maintenant à nous, collectivement en tant que société, les gouvernements ont encore volontiers tendance à essayer de satisfaire des intérêts divers. En d'autres termes, à essayer de contenter tout le monde et de ne déplaire vraiment à personne. Mais il faut réaliser qu'il y a encore aujourd'hui des forces extraordinairement puissantes dans la société qui vont s'accrocher pour défendre l'économie des énergies fossiles, parce que toute notre économie et dans une large mesure notre démocratie est enchâssée dans l'exploitation des énergies fossiles. Et donc il va y avoir énormément de forces de résistance à cela. Et si vous essayez d'un côté de faire quelque chose pour le climat, mais d'un autre côté, sans rien faire, quelque part qui puisse déplaire à tel ou tel syndicat, à tel ou tel lobby, à ceci ou à ces forces, eh bien vous risquez au final de vous retrouver avec un bilan dont le négatif annule le positif. Et c'est un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et effectivement, j'ai l'impression que face à l'ampleur de ces choix, on a volontiers tendance dans le débat public à nous focaliser sur telle ou telle micro-polémique, sur telle ou telle petite phrase, sur telle ou telle guerre culturelle ou question d'identité collective, qui nous permettent au fond de ne pas voir cette question et de ne pas en discuter frontalement. Parce que, bien sûr, c'est un débat difficile. Et donc, on a tendance à se chercher des échappatoires. Et il y a un vrai, effectivement, déficit d'engagement climatique de la part des politiques, mais il y a aussi, et il faut pouvoir le dire, un vrai déficit d'engagement politique de la part des scientifiques du climat. Moi, je suis frappé de voir à quel point les scientifiques du climat rechignent à s'investir, à s'engager dans l'arène publique, rechignent à donner leur avis sur telle ou telle politique, sur tel ou tel choix. C'est un peu comme si souvent on a l'impression qu'ils préféraient rester au balcon et quelque part sonner l'alerte, se plaindre de ne pas être entendus, mais parfois ne pas vouloir non plus vraiment être écoutés, parce qu'ils refusent quelque part de prendre position. Et j'ai tendance à dire, quand on est chercheur, je pense que face à l'urgence du moment et face à l'importance des enjeux, il y a une sorte d'impératif moral, aussi délicat et aussi difficile que ça soit, à quand même prendre parti à certains moments. Parce qu'on ne peut pas dire que, bien entendu, c'est vrai, on peut dire le climat n'est ni de gauche ni de droite, mais sauf que les solutions et les choix qui doivent être posés sont différents à gauche et à droite. Et bien sûr, il y a certains candidats qui parlent du climat et qui proposent des solutions. Il y en a d'autres qui en parlent peu, voire moins, voire pas du tout. Mais toutes les solutions ne se valent pas. Tous les choix ne sont pas équivalents. Et à un moment donné, on a besoin aussi de l'avis des scientifiques pour quelque part éclairer ces décisions. Et je pense que s'ils restent dans une sorte de posture de lanceur d'alerte, sans s'investir vraiment dans le débat public et dans le débat politique, je crains malheureusement que nous ne soyons condamnés à l'immobilisme. Et donc, bien sûr, il y a des torts à reprocher aux politiques, mais je pense que les scientifiques doivent aussi faire leur examen de conscience par rapport à une certaine forme d'attentisme qui devient complice de l'immobilisme. François Gémen, un grand merci. Merci à vous. Merci et au plaisir de renouveler cet exercice. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.